Vous retrouvez dans votre émission Brise d'été. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et ce matin nous commencerons à parler d'orthodontie avec deux spécialistes, Reda Halim et Augusto Macedo. Fella Benour, dans sa rubrique Jalia.dz, nous fera découvrir comme d'habitude un profil exceptionnel avec Mehdiya Hemou. Et nous finirons avec une discipline, le canoë-kayak. On saura tout sur cette discipline sportive et toutes les athlètes qui pratiquent cette discipline. Voilà pour ce matin et nous commençons tout de suite avec nos deux invités qui sont déjà là. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Reda Halim. Donc vous êtes président de la Société algérienne d'orthodontie. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de l'invitation. On est très content d'être là. Ravi de vous recevoir. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Augusto Macedo. Vous êtes spécialiste en orthodontie et vous nous venez du Pérou. Marhaba. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop content d'être ici en Algérie. On est ravis de vous recevoir. Donc vous avez un événement précis qui s'est déroulé il y a quelques jours. Donc c'est pour revenir sur les dernières technologies en ce qui concerne l'orthodontie. Très bien. En fait, pour l'anecdote, le docteur Augusto Macedo avait intervenu dans notre congrès annuel du mois d'avril dernier dans une visioconférence puisque vu la distance, il n'était pas possible qu'il se déplace. Et puis de là, en fait, la connexion s'est créée avec l'Algérie et nous l'avons aujourd'hui parmi nous en présentiel pour 2 journées donc, qui se sont déroulées vendredi, samedi dernier, donc le 26 et 27 juillet, donc à Alger. Une journée qui a réuni une quarantaine de spécialistes sur tout le territoire national. Comme à l'accoutumée, la Société algérienne d'orthodontie s'inscrit dans le cadre de la formation continue et nous avons été ravis de recevoir le docteur Macedo en Algérie. Et bien évidemment, le thème que le docteur Macedo développe est un thème d'actualité puisque on parle de nouvelles techniques, d'orthodontie moderne et d'une philosophie thérapeutique qui jusqu'à présent n'a jamais été en tout cas pratiquée en Algérie. Donc il ramène son savoir-faire puisque c'est un conférencier international et bien évidemment avec un esprit de partage scientifique avec tous les orthodontistes algériens. Donc la journée était très instructive pour tout le monde puisqu'il y a eu en fait une interactivité avec les participants qui était très intéressante pour l'expérience algérienne et pour l'expérience péruvienne. Docteur Macedo, quelles ont été les thématiques abordées donc, pendant ces 2 jours? Je crois que le thème très important, c'est la croissance dans les enfants. Pour moi, c'est un topic très important. C'est la raison parce que mon résultat sont très positifs. Donc j'ai une claire connaissance de la croissance. Donc pour moi, c'est un plaisir de partager toutes mes connaissances ici dans l'Algérie. C'est la première fois que je suis en Afrique, donc c'est un honneur. Tout ça, j'ai fait les choses avec plaisir. Et je viens de faire un cours en Portugal, en Espagne aussi. Et après ça, pour l'invitation du Dr Halim Reda, je suis ici. Et quand j'ai parlé dans le congrès, il était beaucoup d'intérêt pour ce topic. Tout ça. Et après ça, on a commencé l'organisation du cours, qu'il était très difficile parce que pour les horaires, tout ça, pour les horaires, il était très difficile. Mais on fait l'organisation très géniale pour tous les étudiants, pour tous les participants. Et pour moi, l'événement, c'était incroyable. C'est la vraie expérience. Magnifique en tout cas, une très belle expérience, de belles découvertes et surtout un échange de ce savoir-faire qui nous vient du Pérou. Quel a été le plus, quel a été on va dire les points forts qui ont attiré l'attention pendant ces 2 jours? Alors justement, moi je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que l'orthodontie ne concerne pas que les adultes. Donc il y a 2 grands volets dans la spécialité. Un volet qui est attrait à l'adulte, qui est beaucoup plus esthétique, effectivement, où la demande est de plus en plus croissante, la demande de patients adultes. Mais il ne faudra surtout pas oublier la population infantile, qui est beaucoup plus importante chez nous. Nous savons aujourd'hui ce que coûte un traitement d'orthodontie en Algérie. Ce sont des traitements qui coûtent quand même assez cher, pour le foyer normal, plutôt mal remboursé aussi, donc on pourra peut-être en parler après. Donc le docteur Macedo introduit une technique qui en fait est pratiquée chez l'enfant à partir de 7 ans, de façon à éviter l'aggravation justement des anomalies
de ce qu'on appelle nous des dysmorphoses dentosquelettiques de l'enfant qui iront toujours en s'aggravant à l'âge adulte et qui demandent par la suite beaucoup plus de moyens et qui coûtent donc beaucoup plus cher et qui rendent plus de temps aussi, absolument, étant donné qu'à l'âge adulte, je pense que c'est un peu plus compliqué que quand on est enfant. Qui rendent la prise en charge beaucoup plus complexe, effectivement, qui nécessite plus de moyens et les moyens sont plus coûteux. Donc le docteur Macedo, par son savoir-faire et son expérience, parce qu'il travaille quand même sur la technique qui s'appelle la technique MATS, il pourra ensuite nous en reparler avec plus de détails, puisqu'il est donc le principal speaker qui véhicule cette philosophie de par le monde. Nous avons eu la chance qu'il se rapproche un peu de l'Algérie et donc nous l'avons sollicité pour qu'il puisse se déplacer de Séville, là où il a tenu son dernier cours, absolument en Andalousie. Hein. Et puis il a un peu suivi le trajet des croisades et donc il est venu en Algérie, il nous a fait l'honneur d'accepter de faire ces 2 journées de formation en Algérie. Voilà. De Séville à Alger, vous n'avez pas été beaucoup dépaysé au niveau du climat, j'imagine? Oui, il y a beaucoup de changements pour le climat, pour les températures. C'est pour ça que je suis un peu malade. Mais j'ai décidé, après de faire les courses à Séville, de rester dans ma famille à Saragossa, en Espagne. Donc j'ai resté là, j'ai me récupéré, je suis dans mon 100%. Donc après ça, j'étais très prête pour être les courses ici avec tout mon cœur. C'est ça, avec tout mon cœur, parce que c'est l'essence vraiment une conférencière, de faire les choses avec le cœur. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur la dernière technique dont nous parlait Dr Halimi? Il y a beaucoup de signes qu'il y a un espace pour compléter, pour les traitements précoces pour les enfants. Donc là, on parle surtout des enfants, hein? Oui, seulement le traitement est pour les enfants. Donc, comme le docteur Aline bien a dit, quand tu espères pour le traitement pour les adultes, il est très compliqué, il est très complexe. Donc, c'est meilleur de faire un traitement précoce effectif pour les enfants. Parce que la situation va être plus facile ou peut-être tu vas solutionner tous les cas la première fois. C'est au moment où les enfants ont encore leurs dents de lait ou c'est juste après l'apparition des dents définitives? Tu veux? Oui, vas-y. On peut commencer le traitement quand les enfants ont une dentition mixte, temporale. D'accord. Une dentition mixte, Oui. Très bien. Avec les 4 incisives et les 2 molaires, c'est le temps précis, indépendant de l'âge. Indépendant de l'âge, on peut commencer le traitement quand la dentition mixte a commencé. D'accord, parce qu'en fait, d'habitude, j'ai eu ce problème donc avec mes 2 enfants. On m'a toujours dit, non, il faut attendre que toutes les dents de lait soient tombées pour commencer à faire quoi que ce soit. Donc ça a vraiment changé. Alors ça, c'est une idée justement qui est fausse et qu'on aimerait absolument corriger en 2024, en Algérie ou partout ailleurs dans le monde. On pense que l'orthodontie n'est pratiquée que lorsque les enfants ont changé toutes leurs dents de lait, ce qui est complètement faux. Ce qui est important à dire, c'est que l'orthodontie doit absolument, les enfants doivent absolument passer chez un orthodontiste pour un diagnostic dès l'âge de 4-5 ans. Très bien. Donc effectivement, ce sont les dentistes généralistes qui ont la chance de voir les enfants jeunes, puisqu'ils les voient pour le traitement des caries, absolument, voilà. Des petits bobos. Et de là, le diagnostic doit être fait. Et lorsqu'on constate un défaut de croissance au niveau des mâchoires, donc des maxillaires d'un enfant, il faut absolument que le dentiste omnipraticien, donc le généraliste, l'oriente vers un spécialiste pour qu'il pousse l'investigation. Et à partir de là, vous avez 2 grandes familles d'anomalies, donc des anomalies qui pourraient attendre lorsqu'il n'y a pas d'atteinte de croissance, juste un petit chevauchement dentaire léger, sans qu'il y ait de problème, ce qu'on appelle nous squelettique de mâchoire, et des anomalies qui sont, elles, concernent la croissance et qui nécessitent une intervention immédiate. C'est-à-dire que, comme j'aime à le dire, l'orthodontie n'est pas attrait uniquement à l'esthétique, c'est une spécialité médicale. Et donc dès lors que absolument, ça peut donner, on va dire, des complications. Bien sûr, dès lors que le diagnostic est posé, il n'y a pas de raison que le praticien demande aux parents qui sont inquiets d'attendre. Donc on ne s'inscrit plus dans une attitude médicale. En médecine, on ne le fait pas. Dès lors qu'on diagnostique une anomalie, elle est sitôt diagnostiquée, sitôt traitée. Et donc l'idée que véhicule le docteur Macedo dans sa prise en charge, c'est justement d'intercepter.
de ne pas laisser les anomalies s'aggraver chez l'enfant, surtout lorsque celles-ci concernent un défaut de croissance. Oui, D'accord. oui, et toutes les choses que le docteur Aline a parlé, c'est vrai. Parce que je viens d'étudier d'une école, dans l'école de Biécid, en Australie, mais j'ai fait mes études en Brésil avec la docteure Daniela Storino, qui m'a enseigné les traitements précoces pour les enfants, mais dans une vision différente. La vision, c'est de faire une médecine occlusale. C'est le correct terme, la médecine occlusale. Donc, on va changer, on va redirecter le cresciment par les enfants. Donc, l'importance de faire un traitement précoce, c'est spécifique pour faire dans les premières tâches. En fait, ce sont des traitements qu'on peut dire orthopédiques, hein, Oui. c'est-à-dire qu'ils concernent le traitement de l'os et non pas uniquement le traitement des dents. De la dent. Absolument. Donc lorsqu'un enfant très jeune présente un trouble, et les mamans le décèlent très très vite, avant même que les praticiens ne posent un diagnostic, une maman a ce sixième sens qui fait qu'elle constate que son fils ou sa fille a un problème très tôt. Et justement, le diagnostic doit être posé précocement pour justement éviter que la situation ne se complique à l'âge adulte. Voilà pourquoi l'orthodontie ne devrait pas être pratiquée uniquement sur des enfants qui ont changé complètement leurs dents de lait ou sur des adolescents. Donc plus on avance dans l'âge, et je pense que les téléspectateurs doivent absolument le comprendre, que les anomalies orthodontiques ne guérissent pas toutes seules, ça ne disparaît pas par magie. Il faut absolument, dès lors qu'elles sont diagnostiquées, instaurer un traitement. Donc le diagnostic précoce est très important et la prise en charge qui en découle aussi. Oui. Donc, autre chose pour apporter, c'est que ce type de traitement, c'est physiologie. Donc, on va continuer la croissance d'une manière très gentille, plus lente. Je vais le dire aussi. C'est un traitement qui a beaucoup de stabilité dans le temps. C'est la plus importante. Est-ce que c'est moins lourd? On va dire que, étant donné que c'est plus on va dire ça s'étale dans le temps, on va dire que c'est moins lourd pour l'enfant parce qu'on voit que quand ils mettent un appareil dentaire à l'âge, quand ils sont adolescents, c'est compliqué. Ça fait lourd. mal. Voilà, ça fait mal et tout. Donc on dira que ça sera plus doux, un peu plus, on va dire plus simple pour un enfant d'avoir comme ça sur le temps. Oui, oui. En douceur, voilà, je dirais en douceur. Je crois que c'est un traitement plus simple parce qu'on est précis la collaboration du patient. Seulement on précise la collaboration des parents. Tout ça pour manger. Il ne doit manger les nourritures qui est très dure. Seulement ça. Et avec une bonne communication, une bonne motivation, on peut faire le traitement d'une manière très exiteuse. Alors moi j'aimerais justement abonder dans ce sens et compléter un peu ce que dit le docteur Macedo. C'est vrai que l'orthodontie d'avant était une orthodontie un peu barbare. Effectivement, avec du fil, des casques, des moyens quand même déjà impressionnants pour les parents et pour les enfants aussi, et qui ne sont pas toujours acceptés vis-à-vis du regard de la société. Et vous savez que les enfants sont méchants entre eux. Effectivement. Et donc malheureusement, l'orthodontie a toujours été mise de côté ou sur le banc des accusés malgré tout le bienfait qu'elle a apporté. Donc les techniques actuelles, dont celle que le docteur Macedo développe, est une technique qui est beaucoup plus souple, qui s'inscrit en fait dans des techniques allégées, adaptées aux enfants, sans douleur, surtout, sans force supplémentaire au niveau des dents qui rendent le traitement quand même beaucoup plus compliqué chez un enfant en bas âge. C'est vrai que les enfants ont une grande capacité d'adaptation, mais ensuite il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Voilà, effectivement. Donc la technique est très simple, elle exige effectivement une coopération des parents, comme dans tous les traitements d'orthodontie. Oui. On ne peut pas confier à un enfant en appareillage, quel que soit son type d'appareillage. Je pense que le rôle des parents, le papa et la maman sont très importants, c'est une condition sine qua non. Mais vis-à-vis de la douleur, c'est un traitement qui n'ira pas dans un traitement compliqué, complexe, qui rendent la vie de l'enfant difficile. Ce sont des traitements, on va dire, qui s'inscrivent dans une philosophie bio. En tout cas, les enfants donc, en Algérie, hein, puisque cette technique est arrivée, va s'installer, j'imagine, très bientôt. Donc les enfants qui sont encore en bas âge, eux, ils ont de la chance. Et qui demandent des moyens simples, beaucoup plus simples que les techniques compliquées de l'adulte. Absolument. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Docteur Macedo, bon séjour. J'imagine que vous avez visité Alger. Oui, un peu. J'ai visité l'Algérie un peu.
Et j'adore ici. Mais j'adore beaucoup la gente parce qu'ils sont très sympas. C'est comme les Péruviens, tout ça. Donc je suis trop content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à Dr Alim Reda pour faire l'invitation pour faire les courses ici en Algérie. Merci beaucoup, Dr Alim. Merci, Dr Macedo, d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Et quant à nous, on continue. Je vous propose de suivre Lemia Boudbouda. Elle nous fait visiter la galerie d'art Hala. On regarde et on revient juste après. Nous sommes à Hala Art Gallery, où 9 talentueux photographes nous embarquent dans un voyage de lumière et d'images à travers des portraits, des paysages et le patrimoine d'une Algérie aux 1001 facettes. On a discuté maintenant, il y avait M. Derder qui a choisi, qui a proposé une lumière croisée. Donc on a opté pour le prix. Allège lumière croisée, parce qu'il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a de l'abstrait, donc il y a plusieurs photographes où chacun son style. Notre première escale sera les photographies rendues abstraites grâce à une technique de floutage et c'est signé Rachid Ayadi. C'est technique في l'appareil. C'est une technique في l'appareil. موفمون يعني الشاتر سبيد يكون ناقص بزاف واللوبرتو تكون مغلوقه شويه بزاف وافيك لو تكنيك ça dépend le mouvement اللي يكون. On prend la direction d'Oran avec de gros plans et des détails que seul l'œil averti d'un architecte pourrait capter. Mohamed El Amin Taibi nous présente sa ville. Le lien, il est presque naturel pour nous architectes, parce que la photographie, c'est aussi un outil qu'on utilise pour la conception. Et ce qui différencie un petit peu peut-être ces photos par rapport à l'outil qu'on utilise, c'est le volet un peu artistique. Et ce volet artistique, il est inspiré des portraits en fait. Parce que pour cette série, j'ai fait une petite formation chez un portraitiste. Et donc, j'essayais d'appliquer certains principes de cette technique au niveau de l'architecture. Il y a ce qu'on appelle le cadrage serré. C'est pour ça qu'on voit que des bouts d'éléments qu'on reconnaît, mais en fait qu'on ne voit pas totalement. L'idée, c'est d'aller voir en fait les lieux et quand même de les reconnaître. Quant à Abdelwahab Derder, il nous propose une halte à Menha, dans cette maison au charme inouï. Elles sont toutes belles ces photos. Il y a certaines qui m'ont vraiment accroché. On a l'impression que c'est peint. Il y a certains détails qui ont été pris, par exemple celle qui est juste derrière moi, c'est celle des Aurès. Et on a l'impression, en fait, il y a des petits détails. Il y a même le tapis qui fait, en fait, le tapis hiya qui me fait rappeler un petit peu ma jeunesse. Je crois qu'on en avait un. Et en fait, c'est celui-là qui m'a vraiment attirée. Dans la wilaya de Tiaret, le jeune Akram Menari nous embarque sur le terroir par excellence de la race équine. Il nous invite même à un cinéma populaire, titre d'une photo pour laquelle il a décroché plusieurs prix. عندي ان ديفي باش نصور لا فانتازيا ونواري بلون هي لابوتي في لا فانتازيا كامل شوفوا في لي كولور دي فيتمو كامل حبيت زعما ندير ان ديفي زعما باش نبين الفالور تاع الفانتازيا ونواري بلون والحمد لله وفقني ربي في هذا الطابلو اللي سميتو سينما بوبولار ودا بليزيور بري ناسيونال انترناسيونال. Mais celui-là, il reflète, c'est comme si les chevaux étaient devant nous. Il reflète une certaine spécificité. Oui. Voilà. Embarquant à présent pour Janet et son célèbre rituel de l'Asbiba, Sid Ahmed Menasria nous propose des photographies hautes en couleurs appréciées. تمسا عندهم لاباس تاعهم لو نوار اي لو فيولي ولي بيجو تاني تاعهم لي بيجو وشاك سكو جي تروفي انا كي سقسيت على لي بيجو شاك بيجو عنده لا سينيفيكاسيون تاعو دونك كاين دي بيجو لي تاع المراه المزوجه لا فياي اللي مات راجلها كل وحده واش تلبس وعندهم تانيك تعرفيهم في لي تريبي في لي فامي عندهم دي بيجو تاعهم مخصصين تاعهم. On
On ne peut clore ce beau voyage artistique sans Alger, la capitale. Samir Jama nous emmène dans ses plus beaux sites. Lumière croisée, une exposition qui narre la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien, matériel et immatériel. C'était un sujet de Lamia Boudbouda, de retour sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Fella Bennour est avec nous. Bonjour Fella Bennour, comment allez-vous? Ça va? Alhamdulillah. Vous allez bien? Alhamdulillah, Aïcha. Très bien. Alhamdulillah. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Mehdi Ahmou. Bonjour, donc votre invité Fella. Oui. Bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis ravie de me retrouver à Alger. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Nous allons parler un petit peu de votre parcours. Donc, Fella Bennour m'a parlé un petit peu tout à l'heure, un parcours exceptionnel, Fella. Si on veut, c'est Djelia.dz, version été. Version été, oui. Donc, c'est pour cela qu'on va faire un voyage exceptionnel aujourd'hui avec Mehdi Ahmou, une passionnée du désert et du sud algérien. N'est-ce pas, Mehdi? Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ma passion qui m'a guidée du bout qui m'a ramenée à nouveau en Algérie, plus exactement à Djanet où je suis installée depuis 2019. Et pourtant, vous n'êtes pas une femme du Sud, hein, vous êtes une femme du Nord. Pas du tout, je suis un pur produit méditerranéen. Jamais je n'aurais imaginé dans ma vie que j'allais m'installer à Djanet. C'est parce qu'il y a une histoire. Vous êtes née à désert. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que le désert vous a appelé? Le désert m'a ensorcelée. Il m'a appelé. Et puisqu'on parle de ça, le désert, où il vous capte, où il vous rejette. Moi, il m'a capté dans toute mon essence. Voilà. Mehdia, il faut savoir qu'elle est née à Alger. Elle a enseigné à Alger avant de partir en Europe et en Tunisie par la suite et revenir en Algérie pour s'installer à Djanet. Absolument. C'est une histoire fabuleuse. Plein de rebondissements. Absolument, absolument. C'est-à-dire que quand c'est vrai que je suis née ici, j'ai fait mes études ici, j'étais dans l'enseignement, mais j'étais pas comme mes copines, mes cousines. Je rêvais pas de me marier du prince charmant. Je rêvais de voyager, faire du business. Et je suis partie, mais en partant, j'avais ce souhait fort à l'intérieur de moi de revenir dans mon pays, mais je ne voulais pas revenir les bras vides. Je voulais revenir les bras chargés. Et je suis vraiment heureuse, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis très reconnaissante déjà d'être algérienne. Je suis très reconnaissante de voir que ce peuple merveilleux qui s'appelle les Algériens, qui font tout pour redorer notre image parce qu'on le mérite et parce que l'Algérie, elle possède tous les ingrédients possibles et imaginaires. Déjà, si je parle dans mon secteur d'activité, on possède tous les ingrédients possibles et imaginaires pour rivaliser avec les plus grandes destinations touristiques au monde. Voilà. L'Algérie, pays continent? Absolument. L'Algérie, pays continent. Vous avez passé 30 ans en Europe? J'ai passé 30 ans en Europe. Dans des multinationales? Multinationales, mon dernier poste, j'étais chef de projet. C'est ça, oui. Voilà, ça a été le commencement. J'avais un poste à responsabilité, j'avais fait le tour de la question et vous savez, quand on avance dans l'âge, on arrive à un certain âge, on se pose des questions existentielles. Moi, à l'époque, mes questions existentielles, la réponse c'est que je n'étais plus alignée avec moi-même. Je n'étais plus alignée avec ce que j'aimais faire. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai démissionné parce que j'étais à ça du burn-out. J'ai démissionné, je suis sortie de ma zone de confort. Je suis partie premièrement en Tunisie. Je me rappelle, moi j'aime bien, je fais des sports mécaniques, je fais des rallyes. J'allais y arriver, c'est le rallye qui était le déclic pour ce changement. Parce que vous avez été à la rencontre du désert. Du désert. Le désert tunisien d'abord. Le désert tunisien. Donc je participe à ce rallye, c'est un rallye de régularité et comme tout rallye de régularité, c'est par étapes. Et la dernière étape, c'était le désert tunisien. Moi j'arrive déjà, ça a été une découverte pour moi. Et quand j'étais la seule Algérienne, il y avait ma copilote qui était journaliste, Nora. Elle était là pour couvrir l'événement et en même temps c'était ma copilote. Et quand elle découvre que j'étais comme une enfant en fait, elle me dit, mais Mehdi, attends, si là tu es déjà ensorcelée, attends de voir le désert algérien. D'accord. J'ai fini le rallye, je remonte à Tunis, je refais demi-tour à peu près 700 km et je suis retournée dans cette oasis
qui s'appelle Qsam Ghilal. Ghilal, Voilà. oui. Et je suis restée 5 semaines. 5 semaines de retraite, ça m'a permis... Méditation. Voilà, justement. J'ai Carrément, fait un méditation. nettoyage spirituel, je me suis connectée avec moi-même, je me suis assise avec moi-même, j'ai pris rendez-vous avec moi-même et ça a éclairci pas mal de choses. Aujourd'hui, je dis que je dois énormément au désert, je dis même que le désert m'a sauvé la vie. Réellement m'a sauvé la vie parce que le burn-out, l'épuisement professionnel, on connaît des personnes qui se sont suicidées. Effectivement, oui. On peut parler Ça d'une peut être. renaissance, Maria. Absolument, ça a été une renaissance et ma renaissance, moi je la dois au désert. Donc c'était dans cette oasis que tout commençait un petit peu à s'éclaircir. Absolument. Alors je fais ma retraite, je repars en France. Moi je suis du sud de la France. Et d'ailleurs puisqu'on parle du sud je ne sors pas. Du sud de la France, au sud de la Tunisie, D'accord, au sud de l'Algérie. D'accord. Je remonte en France, j'en parle à mes enfants qui étaient déjà adultes à l'époque. Et mes enfants m'ont encouragée, surtout mon fils, il m'a dit « Maman, vas-y, si tu es heureuse comme ça, vas-y ». Je repars, je fais le tour de la Tunisie, pourquoi la Tunisie parce que déjà le papa de mes enfants est tunisien. Et j'avais déjà un pied dans la Tunisie. Et tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout mon domaine d'expertise, je le dois... Dans le tourisme, oui. Voilà, Ouais, dans mon domaine d'expertise, dans le tourisme, la création de circuits, l'organisation, parce que je fais tout, je m'occupe de tout, toute la logistique dans notre secteur d'activité, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est très très important. Nous, quand on est les acteurs de tourisme et des voyages en Algérie, et peu importe, pas seulement en Algérie, on est des ambassadeurs de notre pays. Donc le nerf de la guerre, c'est vraiment la logistique. Je fais tout. Je suis une femme de terrain. Je suis pas dans mon agence. Vous menez les opérations. Je mène absolument toutes les étapes. Vous êtes là, présente. D'ailleurs, c'est des invités que vous recevez. C'est des invités. Ce sont des invités. Nous, quand on dit je vais chercher mes invités, j'accompagne mes invités à l'aéroport. Donc je vais à l'aéroport, je les accueille, je les ramène. Et puis quand on prépare la logistique, j'accompagne même le cuisinier, choisir les bons produits. Le boucher, la bonne viande, du détail. Je gère tout. C'est très très important. Je vais vous donner un exemple. Les voyageurs, quand ils viennent pas pour manger la baguette. Ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée. La baguette, ils connaissent. Moi, j'ai introduit dans mes circuits tabouna, le pain traditionnel, le kesra. J'ai supprimé les sodas internationaux. J'ai introduit nos sodas. Qu'on connaît bien, les sodas de notre enfance. Je suis sûre et certaine que les téléspectateurs ont compris. Donc c'est des petites actions comme ça pour inspirer l'envie aussi à tous les voyageurs du monde de revenir avec leurs invités, leurs familles. En parlant d'enfance, Madia, je vais revenir vers cette période qui vous a forgé aussi, avec des parents aussi qui ont su inculquer des valeurs et tout cet amour pour le pays. Absolument, absolument. Moi, je suis issue d'une fratrie de plusieurs filles et de plusieurs garçons. Je suis l'aînée de mes parents. Et j'ai aussi contribué à l'éducation de mes frères et mes sœurs. Et notre papa, qui était un ancien on les voit moudjahid. d'ailleurs à l'image. Ah oui, oui, on va oui. les voir, effectivement. Oui. Mes parents, Allah yarhamhum, paix à leur âme. Mon papa, qui était un ancien moudjahid, il nous a tout le temps inculqué les grandes valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est vraiment se soulever contre la justice et l'amour du pays. L'amour, parce que même ma mère, quand elle nous parlait de ce qui se passait, parce que eux, ils ont vécu. Ma maman, oui, très très belle femme. Même mon papa, c'était un bel homme. Qui ressemble d'ailleurs à Che Guevara. On vous l'a déjà dit. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais en Suisse, à Berne exactement, on était dans un restaurant, il y avait une grande photo de... Et moi, j'ai grandi avec cet esprit de révolutionnaire. Et d'ailleurs, on appelle l'Algérie la Mecque des révolutionnaires. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais tous les Algériens comprennent ce dont je suis en train de parler. Donc mon papa, il nous a toujours encouragés à faire des études. Mon papa, j'étais sa fille quand il y avait un prétendant qui venait me demander en mariage. C'était pas le papa qui obligeait sa fille à se marier. Il envoyait ma mère et lui disait va voir ta fille, peut-être qu'elle le connaît, peut-être qu'ils sont de connivence. Mais moi non, moi je rêvais de voyager et voir le monde. Alors voilà, non, mon père il n'était pas comme ça. Je rêvais de voyager et de faire du business et revenir dans mon pays avec quelque chose. Et je pense que là j'y suis depuis 2019 à Janet, où je contribue modestement à l'essor du tourisme
tourisme algérien, mais de façon plus particulière au tourisme saharien. Vous aviez quel âge sur la photo, là, qu'on voit à l'écran? Là, j'étais un bébé. J'étais un bébé, je devais avoir 3 ans. Et donc, vous êtes parti 30 ans quand même en Europe. Je suis partie 30 ans, et puis arrivé à un moment, j'ai dit, on le sent. Il y a un appel, on le sent. Arrivé à un moment dans ma vie, j'ai dit, c'est le moment. Maintenant, il va falloir que je retourne dans mon pays. C'est un domaine qui est difficile pour une femme, le Sud. Surtout que vous n'êtes pas originaire. Non, pas du tout. Parce que généralement, les femmes qui se spécialisent dans le domaine sont souvent originaires du Sud. Soit de Taman Rasset ou de Janet. C'est vrai. C'est vraiment exceptionnel quand on voit une fille du Nord qui part à l'aventure. C'est vrai, c'est vrai. Je suis une méditerranéenne et je suis une grande aventurière. Je pars, tout à l'heure, je vous expliquais que quand je quitte Alger pour Janet ou Janet Alger, par route, je ne prends pas l'avion. Vous faites la route? Je suis une road tripper depuis 14 ans. Depuis 14 ans, je fais des road trips. Je connais parfaitement la Tunisie en voiture par route et je connais parfaitement l'Algérie par route. Il y a l'est à l'ouest d'ailleurs. Un point zéro, tout oui. commence et absolument. C'est ça. Alors cette borne de 3-0 qui est à l'entrée du parc de Tassili Najer, moi j'appelle cette borne, c'est là où tout finit et c'est là où tout commence. Où tout commence, justement. Voilà. Et c'est là où tout a commencé me concernant. Donc la vie est un éternel recommencement. Et la vie, dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Quand on voit comme ça votre parcours, en fait, on a l'impression que vous avez eu plusieurs vies. J'en ai eu, absolument. Et que vous avez créé vous-même. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas au hasard. La chance, pour moi, il faut aller la provoquer. Ouais, moi, tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout ce que j'ai réussi, c'est que j'ai provoqué cette chance. Je ne crois pas non plus au hasard. Je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, il y a de belles rencontres, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, ça c'est ma philosophie. Moi, je crois ça. Votre parcours est une leçon de vie, Nadia. Pour moi-même d'abord. Moi, je ne me compare pas aux autres, je me compare à moi-même, comment j'étais hier et comment je suis devenue aujourd'hui par rapport à hier. Moi, je dis tout le temps que je suis la Mehdia 2.0. Je suis une version améliorée de moi-même. Et ça, je le dois au désert. Vos invités viennent chercher quoi dans le désert? Dans le sud algérien, d'abord, c'est exceptionnel le sud algérien par rapport à le Sahara dans le monde et le désert. Nous avons le désert le plus insolite au monde. Et je pèse mes mots. Les Touaregs, ils disent, le désert ne se raconte pas, il se vit. Je serais vraiment incapable et injuste. Les mots seraient insuffisants pour décrire. Je serais injuste, mais vraiment. Voilà, il faut venir voir ce que c'est que le Tassili Najer. Le Tassili Najer, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un grand bac à sable. C'est des canyons, c'est des weds, c'est des formations rocheuses, c'est des espèces de deltas, c'est ce que moi j'appelle les piscines naturelles. Je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, l'été, justement, l'été, on peut y aller dans le sud. L'été. On parle beaucoup de plages en été, mais le sud est aussi absolument. Mois d'août, si vous allez à Taman Rasset, il fait beaucoup moins chaud qu'Alger, au moment où je vous parle. Vous avez des invités, vous avez sur les plateaux, bien sûr. Des endroits qu'on doit protéger aussi. Absolument, on est les gardiens de notre patrimoine. On est les gardiens des parcs nationaux et puis on est les gardiens tout simplement de notre patrie. On est les gardiens de cette terre algérienne qui a vu naître et mourir. Moi, je me considère autant que héritière de Hassiba Bombouali, de Tinhinan, la reine des Touaregs, de Fatima Nsoumer. On est des warriors, on est des guerrières. Dassine et de Dassine aussi. Oui, absolument. La liste, elle est longue. Oui. Donc, c'est tout cet héritage. Moi, je me sens responsable. Il y a aussi donc ces paysages rocheux sculptés par l'érosion qui sont d'une beauté exceptionnelle. C'est des œuvres d'art. Absolument. On peut se baigner même à Ihrir. À Ihrir, la vallée de Ihrir, on peut y aller en été parce qu'on a des zones humides. On a des piscines grandeur nature. Vous l'avez vu tout à l'heure. On peut nager. Donc, contrairement aux idées reçues, le sud est moins chaud qu'on le croit pendant l'été. Alors, en juin, juillet, on peut sortir. À 40 degrés, je peux sortir, faire mes courses tranquillement. La chaleur, elle est sèche. On n'en souffre pas comme on pourrait en souffrir ici à Alger ou à Oran. Avec le taux d'humidité. Voilà.
on est moins fatigué. Et de deux, on a des zones humides. On a l'oasis de Issendilen. Je ne peux pas vous la décrire, je serais injuste. Il faut venir la voir. Yazid El Bahidi nous dit que vous n'avez pas le chant des cigales comme on l'a ici, nous, dans le nord. Oui, c'est vrai, il a raison. Alors, moi, je viens du sud de la France, de la région PACA. Oui. Je me réveille et je me couche avec ce son. Et c'est ce qui me manque. Ça me manque dans le désert parce que ça berce et ça berçait mon enfance. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Effectivement. Mais je me sens j'ai de la chance d'être dans un endroit juste féerique qui s'appelle Janet. Il y a aussi la beauté du silence aussi. Absolument, absolument. Aujourd'hui, Madia, on voit un élan ou un mouvement qu'on peut qualifier de solidaire peut-être envers l'Algérie. De la part de la diaspora. Absolument. Envers l'Algérie, les portes sont ouvertes. Comment voyez-vous cet apport de notre diaspora, des Algériens qui sont de l'autre côté avec des compétences diverses? Comment vous la voyez, cette contribution? Très très bonne question. C'est-à-dire, on vit depuis déjà plusieurs années un climat favorable au retour de nos binationaux. Nous avons un président et je salue, nous, permettez-moi, on l'appelle affectueusement Tonton Tebou. Nous avons, salutations Monsieur le Président, qui encourage justement le retour des binationaux. Moi, je suis sur le terrain, je suis très... Comment vous expliquer? J'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup de facilitation. Beaucoup de facilitation. Oui. Et bien évidemment, quand le climat est favorable, qu'est-ce qui peut se passer? On a envie de revenir, parce que c'est quand même notre pays. Hein? On a envie, on a un pays magnifique. Vous le disiez tout à l'heure, l'Algérie, on l'appelle le pays continent à juste titre. Donc l'Algérie, tout le monde a sa place. On ne vient pas en tant que conquérant, non, on vient compléter. Parce qu'en Algérie déjà, les Algériens qui sont ici sur place, moi j'ai vu des compétences incroyables. Nous aussi on vient avec un certain bagage, avec des compétences pour compléter ce qui existe déjà sur le terrain. Moi j'ai reçu dans le Tassili des invités, des binationaux comme moi, une toute première fois, inspirés par mon histoire, ça les a encouragés à revenir à Janet et à investir à Janet. Donc le climat en Algérie est favorable et si vous me permettez, je lance un appel, messieurs, dames, binationaux, algériens à travers le monde, venez en Algérie, revenez, parce que je sais, moi puisqu'on parle de ça, j'ai reçu une famille dont l'épouse n'est pas revenue, 5 ans n'est pas revenue en Algérie. Elle ne voulait pas revenir parce qu'elle avait ses propres raisons. Elle est venue, le jour de son départ, elle a fondé en larmes. Et s'est confiée à moi, elle m'a dit merci Mehdia, merci. Ça a fait remonter en moi beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, elle est revenue avec son époux et ils sont sur des projets pour investir en Algérie. Voilà. Vous aidez aussi ces absolument. personnes à renouer avec, absolument. Et puisqu'on parle de binationaux et de diaspora, on a créé, tout à l'heure, je vais vous accompagner, enfin, je vais vous inviter à venir découvrir cet endroit. Donc, Mehdia, rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute. D'accord. Allez-y. Allez, je suis très bavarde quand il s'agit de discuter de ma passion. J'ai averti, quand il s'agit d'échanger sur ma passion, je deviens très... Je suis très bavarde. Parce que c'est la passion. Et on a créé un réseau de binationaux entre nous et d'autres nationaux ici pour se donner de la force, pour communiquer entre nous, pour partager nos plans, nos conseils et tout ça pour le bien de notre Algérie qu'on aime tant. Alors, merci beaucoup, chapeau bas pour tout ce que vous faites. L'adresse ou comment vous contacter? Bien sûr, alors c'est très simple, on peut me contacter via une adresse mail qui est contact@warriorroadtrip. Voilà, tout simplement. Et cette adresse, et puis le site c'est warriortrip.com et sur tous les réseaux c'est le même nom. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Mehdia a fait le voyage de Béjaïa toute la soirée pour arriver ce matin à Alger. Et je repars tout à l'heure. Infiniment. Avec plaisir. Merci encore et bonne continuation pour ce que vous faites. Merci à vous encore. Et je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Quant à nous, on continue. Je vous propose d'apprécier ces magnifiques images d'Alger et on se retrouve juste après.
voilà, j'espère que vous avez apprécié ces belles images d'Alger. Et on va parler de canoë-kayak tout de suite avec Amel Fergan. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Sidi Ali Belaidi. Sabah al-Nour. Bonjour. Merci beaucoup pour Marhaba l'invitation. bikoum. Donc vous êtes des passionnés de canoë-kayak. Oui. Alors vous allez tout nous dire sur cette discipline. Comment vous avez commencé, comment ça se passe. Je commence avec toi, Amel. Donc tu as 19 ans, tu es étudiante. Oui, exactement. Bon, je m'appelle Fergan Amel, j'ai 19 ans. Je suis une étudiante à Bebzour. D'accord. Je suis en 2e année. Et aussi, je suis à classe en canoë-kayak. D'accord. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. 2 ans. D'accord, 2 ans. Tu as fait des compétitions? Oui, j'ai fait une seule compétition, j'ai participé à une seule compétition. Et C'était le championnat d'Algérie. Elle était en junior, elle est passée en senior. Ah, donc de junior à senior. Ah, c'est génial. J'ai classé en première place, catégorie junior. Voilà. D'accord. Première place, c'est magnifique. Oui, champion d'Algérie junior. C'est génial. C'est déjà bien pour un début. Bah oui, pour un début, pour 2 ans seulement, c'est... Mais elle a une très bonne base en tout cas, avant de commencer oui, de base, j'étais une athlète en natation. De base. D'accord, d'accord. Elle avait une carrière en natation. En tout cas, même à nage, j'étais donc tu t'es pas éloigné de l'eau, tu n'es pas sorti de l'eau. J'étais une athlète en natation. De l'eau douce à l'eau salée. Ah voilà. Depuis que j'avais 3 ans. Et toi, tu faisais de la natation? Oui. Très bien, d'accord. Donc l'eau est un élément vital pour toi, je dirais. Exactement. Plus que vital, pas juste pour le corps. Voilà. Et quant à toi, Sidi Ali? Bon, je m'appelle Sidi Ali Belaidi déjà. J'ai 21 ans. Allah yibarak. J'ai commencé le canoë-kayak en 2018. J'étais en kayak, en spécialité kayak. Après, avec le corona et tout, on s'est arrêté. J'ai repris en 2021, en février 2021. Je me suis switché en canoë. J'ai commencé le canoë en 2021. J'ai participé à 3 championnats d'Algérie. J'ai plusieurs titres en championnat d'Algérie. Et donc tu étais champion? 3 fois champion d'Algérie. 3 fois champion d'Algérie. Oui, j'ai été sélectionné en équipe nationale. Je suis en équipe nationale. Et j'ai participé à un championnat du monde, Coupe du monde et championnat d'Afrique, le dernier championnat d'Afrique qui était qualificatif pour les Jeux. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié. On s'est classé 2e. Ils ont pris qu'un seul bateau de chaque continent. On était classé 2e. Donc voilà, j'ai eu une médaille d'argent et 2 médailles de bronze aussi en championnat d'Afrique. Et en même temps, je suis étudiant en école supérieure des sciences et technologies du sport à l'ISTS. À l'ISTS. Chevalier. Et voilà. Très bien. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as commencé ta carrière? Comment est-ce que tu as rencontré le canoë-kayak? Bon, déjà, j'étais nageur. J'ai fait 12 ans de natation. Après, je me suis éloigné un peu du sport. Un peu de sport, oui. Oui, la routine et tout, j'ai un peu craqué. Après, je n'aime le sport. Tes parents n'ont pas voulu. Ouais, c'est vrai que ça aurait été dommage. Parce que mouvement تاع الحومه et tout ما حبوش. Donc احنا déjà من الدار نطلعوا على البور. D'accord. Donc نشوفهم presque tous les jours يجوز علينا et tout. Mon père, c'est lui qui m'a inscrit en 2018. Qui marque que j'ai commencé en kayak, après j'ai fait en canoë. C'est comme ça que tout a commencé. Très bien. Mais c'était grâce à l'entraîneur Malik Azaoun, c'est lui qui m'a... Il était entraîneur du Jacques. Après, quand il est devenu entraîneur de l'équipe nationale, c'est lui qui m'a orienté vers le canoë. Et après, c'est important d'avoir un bon entraîneur qui... Oui, c'est le meilleur en tout cas. Ben voilà. On le salue et j'imagine que ça lui fera plaisir. C'est vrai que en fait, le rôle de l'entraîneur aussi, c'est de découvrir comme ça ses talents, de voir qu'il y a du potentiel. Dans les athlètes. Exactement. C'est lui qui va t'orienter, c'est lui qui va te donner des conseils pour t'améliorer et tout. Surtout quand on est jeune, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas, mais eux, ils ont un regard plus... Voilà, moi j'aimais le kayak. Au début, j'aimais le kayak, mais il y avait le problème des bateaux. C'est pour ça que je n'ai pas commencé en canoë directement. Il n'y avait pas de bateau de canoë à Alger. D'accord. Il n'y avait que 2 bateaux, ceux de l'équipe nationale. Donc ils n'étaient pas à Alger. Et après, en 2021, en 2020, ils ont ramené un bateau pour l'athlète qui était en équipe nationale avant moi. Et ensuite, c'est l'entraîneur qui m'a suivi. Et toi, Amel, donc raconte un peu comment ça s'est passé. Bien sûr.
De base, j'étais en athlète en natation. Donc, Oui. je n'étais pas satisfaite en résultat en natation. Et j'avais des amis qui faisaient du kayak en même temps. Après, j'avais une petite curiosité sur ce sport. Ouais. Après, je voulais voir ce sport, comment ça se passait et tout. Je me suis inscrite. Après, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. Après, c'est bon. Ça y est, ça a pris. Oui, les marrant. Très bien. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire cette discipline? Les qualités. Je me trouve déjà sportive. D'accord, donc il faut avoir une bonne condition physique. Voilà, une bonne condition physique. Et aussi. Il faut savoir nager surtout. Savoir clair, j'imagine. Il faut savoir nager. Être un bon nageur. Oui, Être un parce bon que, nageur. avec l'équilibre et tout, tu vas sûrement tomber. Les débuts, tu vas Oui. pas de l'équilibre, tomber au milieu du port, donc il faut savoir nager, il faut savoir se débrouiller. D'accord. Il faut avoir la force dans les bras pour pouvoir se remettre La force dans tout le le corps. kayak. Il faut être gainé de la Partout. tête Ah, au d'accord. pied. Donc c'est pas juste les bras, il faut être Non, gainé c'est partout. c'est tout le corps. Et le problème, c'est pas le problème, c'est la difficulté du canoë-kayak. C'est pour avoir de la force, il faut savoir appliquer dans le bateau. D'accord. Avec l'équilibre et tout, si par exemple je soulève à peu près 120 kg au coucher, je peux pas pousser 120 kg sur le bateau. Je vais pousser peut-être 70, 80. Parce qu'avec l'équilibre et tout, c'est pas facile. Il faut savoir transférer la force sur le bateau. Et c'est ça la difficulté du canoë. D'accord, donc il faut vraiment avoir, on va dire, une bonne condition physique. En fait, c'est un tout, hein. C'est pas C'est uniquement de la l'équilibre, force. l'endurance aérobie, l'endurance force, la force aussi, l'explosivité, tout. D'accord. Parce qu'on a différentes courses, différentes distances. L200 c'est sprint, L500 c'est entre le sprint et longue distance, et le 1000 c'est longue distance. On a même le 5000, Marathon. c'est pas un marathon, mais c'est presque un marathon. Presque un marathon. Oui. Donc vous êtes en duo de temps en temps, tous les deux? Je sais pas si on appelle ça comme ça ou Oui, en binôme. en binôme, Bon, voilà. à l'international, même en Afrique, il y avait des compétitions mixtes. J'ai déjà participé en binôme avec mon coéquipier, qui est un Oranais. Et on voudrait bien commencer ici en Algérie le binôme mixte, parce que peut-être que ça deviendra qualificatif pour les Jeux, pour les prochains Jeux. Mais Donc ça peut être une porte, on va dire, un ticket pour les Jeux olympiques. pour les prochains Jeux, Inch'Allah. Bon, la qualification pour les JO, c'est pas la même chose pour nous et pour les autres spécialités. Par exemple, en slalom, c'est quoi qui change? c'est déjà en environ, la qualification se fait depuis le championnat d'Afrique. D'accord. En environ, il prend 5 bateaux. Mais en kayak, ils vont prendre qu'un seul bateau. Qu'un seul bateau. Donc il faut se classer premier pour être qualifié. D'accord, Inch'Allah, pour Inch'Allah, les prochaines. Inch'Allah. On s'était classé deuxième, malheureusement. Vous avez été classé deuxième. Ça va, voilà. vous êtes, comme on dit, vous êtes presque arrivé. Oui, presque arrivé. On est encore jeune. Moi, bien sûr, personnellement, j'ai 3 ans de canoë-kayak. J'ai déjà presque été qualifié, donc Donc ça beaucoup fait d'espoir. plaisir. Oui. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc on va revenir un petit peu sur la discipline. Vous sortez en tout temps quand vous faites du canoë-kayak ou il y a un temps précis qu'il faut... On s'entraîne en bi-quotidien, les vacances, bien sûr, parce que sinon on s'entraîne. Bon, moi je peux m'adapter par rapport à les STS, c'est un peu facile pour s'adapter. Donc des fois je m'entraîne le matin, tôt le matin, et après je monte ma... Donc vous vous entraînez à quel endroit? Au port d'Alger. Port d'Alger. Voilà. C'est pas vraiment facile de s'entraîner là-bas, mais on n'a pas le choix. D'accord. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des endroits plus favorables pour le Oui, canoë-kayak? c'est les barrages et les lacs. Bon, on n'a pas de lac en Algérie. Il y a beaucoup de barrages, hein, on a vu ça. On a beaucoup de barrages et l'un des meilleurs, c'est le barrage de Djidjel. De Djidjel. Oui. C'est l'un des meilleurs barrages que j'ai pratiqué, où j'ai pratiqué le canoë. Il est un peu petit, il fait bon là-bas. La mer est juste en face, donc c'est vraiment agréable. Le cadre est parfait. Oui. C'est magnifique. Il y a d'autres barrages comme Mila, comme Douera. Celui de Douera aussi? Oui, Douera, il est un peu, il est un peu ouvert, donc il y a beaucoup de vent. Du côté de Tipaza, Hadjout, non? Il y avait Boukerdan, voilà, mais on n'y va plus. D'accord. On n'y va plus. Donc Mila aussi, on n'y va plus beaucoup.
parce qu'il y a trop de vent. Il est trop grand, donc il y a trop de vent, trop de houle. Donc est-ce que quand il y a beaucoup de vent, la mer, on va dire, n'est pas clémente, vous sortez quand même pour vous entraîner? Oui, parce que des fois, en pleine compétition, il y aura des conditions qui ne sont pas favorables pour la pratique. D'accord. Personnellement, j'ai participé en championnat, la Coupe du Monde en Hongrie. Les conditions étaient vraiment catastrophiques. Il y avait du vent, des vagues, comme si on était en pleine mer. Et pourtant, c'était un lac. Donc, il faut s'adapter un peu. D'accord. Voilà. Eh ben, comment ta famille on va dire, a accepté ou a reçu donc ton adhésion au club? Comment ils m'ont accepté? Non, je veux dire tes parents. Est-ce que tes parents étaient... Mes parents, de base, ils sont des enseignants en Del Ibrahim. D'accord. Sport, voilà. Donc, l'UEPS. Donc, il aime beaucoup, genre, pour participer à ce sport. Donc, te voir continuer toujours dans le sport, même si c'est aller de la natation au canoë kayak? Oui, je continue toujours. Oui, bien sûr. Donc, ils ont apprécié. Oui. Donc, les projets? Quels sont vos projets pour l'avenir? Inch'Allah, le premier objectif déjà, c'est la prochaine, avoir le ticket pour les qualifs de 2028, Inch'Allah. Inch'Allah. On y travaille, mais il y a des contraintes, il y a un peu de contraintes, mais Inch'Allah que ça va se résoudre. Inch'Allah, au niveau du matériel, au niveau des surtout endroits. Au niveau du matériel, oui. Bah, et même au niveau de la structure où on s'entraîne, il y a un peu de... Comment dire? Des difficultés. On n'a pas l'accès à l'entraînement tout le temps. Par exemple, il faut que l'entraîneur vienne. Bon, l'entraîneur c'est obligé, mais il faut qu'on s'entraîne un peu tôt pour aller étudier, mais malheureusement la bâtisse n'ouvre pas très tôt. Pas assez tôt. D'accord. Oui. Et toi, Amel, donc tu as des projets? Mes projets, Inch'Allah, il faut d'abord que je classe la prochaine compétition championnat d'Algérie. Inch'Allah. Je classe la première classe. Pour être sélectionné. Pour être sélectionné à l'équipe nationale. Après, Inch'Allah, il y a des autres projets internationaux et tout. Inch'Allah, la prochaine fois qu'on se reverra, vous aurez encore d'autres qualifications et d'autres médailles. Inch'Allah. Merci à comme ça et bonne continuation à vous. Quant à moi, je vous dis, ça y est, 1 heure est déjà passée. Ce fut un plaisir de vous accompagner.